Une femme s'approche d'une autre femme dans une salle du Kremlin. C'est l'automne de l'an 1948. Les lustres brillent, les uniformes aussi, les bottes cirées des gardes font des bruits mas sur le parquet, et la musique passe en sourdine. Dans cette salle, il y a toute la direction de l'Union soviétique. Et au milieu de ces hommes, il y a une invitée nouvelle, que tout le monde regarde sans encore très bien savoir quoi en faire. Cette invitée, c'est Golda Meir. Elle est arrivée à Moscou en septembre, comme première représentante diplomatique de l'État d'Israël, un État qui n'existait pas encore 3 ans plus tôt et que l'URSS vient de reconnaître au mois de mai. Golda Meir a raconté cette scène. Elle l'a racontée dans ses mémoires, des années plus tard, et c'est son récit que l'on va suivre ici, parce qu'aucun rapport officiel ne décrit une conversation mondaine. Selon ce qu'elle a écrit, une femme s'est approchée d'elle au cours de la réception. Cette femme était l'épouse du ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, c'est-à-dire la maîtresse de maison en titre de la diplomatie soviétique. Elle lui a parlé en yiddish. Golda Meir rapporte qu'elle lui aurait dit, en substance, qu'elle aussi était une fille du peuple juif. La scène s'est passée devant témoins, dans l'enceinte du Kremlin, à un moment où chaque mot se comptait. Tu entends bien ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas une conversation mondaine. Ce n'est pas une femme qui se présente à une étrangère pour lui dire le temps qu'il fait. C'est un acte. Une femme au sommet de la hiérarchie soviétique qui déclare publiquement, à voix haute, et dans une langue que tout l'entourage comprend, une origine et une appartenance. À un moment où cette origine et cette appartenance sont en train de devenir une accusation. Regarde ce qui se passe à Moscou en cet automne 1948. Quelques semaines plus tôt, à Moscou, des dizaines de milliers de juifs soviétiques se sont rassemblés spontanément devant la synagogue pour voir l'ambassadrice du nouvel État d'Israël. Le pouvoir a regardé cette foule. Il ne l'a pas vue comme un événement de politique étrangère. Il l'a vue comme un événement de politique intérieure. Pour le Kremlin, ce qui s'est joué là, devant cette synagogue, ce n'était pas Israël. C'était la loyauté. Une partie de la population soviétique venait de montrer publiquement une autre loyauté que celle de l'Union soviétique, et c'était devant un État étranger. La conclusion était tirée d'avance. C'est dans ce climat qu'une femme du Kremlin s'approche de Golda Meir et lui parle en yiddish. On peut imaginer la tête des hommes autour. On peut imaginer le silence, les regards, la façon dont certaines conversations s'arrêtent net. On ne peut pas savoir ce que Golda Meir a pensé à ce moment-là. Mais on sait ce qu'elle a écrit plus tard. Et on sait ce qui est arrivé 73 jours plus tard à la femme qui lui a parlé. Cette femme s'appelait Polina Semyonovna Djemtchougina. De son vrai nom, parce que dans cette histoire les noms comptent, elle s'appelait Perle Solomonovna Karpovskaya. Elle était née le 12 mars 1897, ou 28 février selon l'ancien calendrier, au bourg de Pologi, dans le gouvernement d'Ekaterinoslav, dans une famille juive pauvre. Elle avait un mari, Vyacheslav Molotov, qu'elle avait épousé en 1921. Elle avait eu une fille, Svetlana, née en 1929. Elle avait été, et c'est le point qu'il faut entendre maintenant, commissaire du peuple, c'est-à-dire ministre. La seule femme de toute l'histoire de l'Union soviétique à diriger un commissariat économique. Une dirigeante. Pas une invitée de second rang, pas une décoratrice de réception, pas une figurante. Une dirigeante de l'État soviétique. 73 jours après cette phrase en yiddish, elle sera exclue du parti. 31 jours plus tard, elle sera arrêtée. Son mari restera ministre des Affaires étrangères pendant qu'elle sera en prison, puis en exil. Il ne divorcera pas. Ils vivront ensemble jusqu'à sa mort, en 1970. Et lui, il ne sera écarté du pouvoir qu'en 1957. Pendant 9 ans, il aura été l'un des hommes les plus haut placés de l'URSS, tandis que sa femme était au loin, dans la steppe, sous surveillance, dans un logement misérable, sous un climat qui descend en dessous de -30. Comment un système fait-il une chose pareille? Comment un homme reste-t-il assis à sa table de travail pendant que sa femme est en cellule? Comment une femme accepte-t-elle de revenir, ensuite, dans la maison de cet homme, sans rien lui reprocher publiquement? Et comment, surtout, un régime fait-il tomber une dirigeante pour une phrase en yiddish à une réception? Pour comprendre cette phrase, il faut savoir d'où venait cette femme. Elle venait de très loin.
d'un shtetl du sud de l'Empire russe, d'un monde qui n'existait plus depuis longtemps, d'une famille qui n'avait rien. Elle avait traversé la guerre civile, la révolution, les purges, la guerre. Elle avait gravi un à un les échelons d'un appareil qui n'était pas fait pour des gens comme elle. Elle avait réussi dans des domaines que le pouvoir ne considérait pas comme sérieux, le parfum, le savon, le rouge à lèvres, et elle les avait rendus sérieux. Elle avait atteint le sommet d'un commissariat, et c'était un sommet minuscule à l'échelle de l'URSS, mais c'était un sommet quand même. Elle s'était assise aux mêmes tables que les hommes qui décidaient de la vie et de la mort de millions de gens. Et puis un soir d'automne, dans une salle dorée, elle a fait ce que personne n'attendait d'elle, ou plutôt ce que personne n'aurait dû attendre d'elle dans ces conditions, et elle a parlé en yiddish à la représentante d'Israël. Cette phrase n'est pas une conversation, c'est une décision. Une décision stupéfiante, au moment exact où le pouvoir cherchait des prétextes. Il faut voir la scène comme un piège qui se referme, mais il faut la voir aussi comme l'irruption d'une vérité dans une vie qui avait été entièrement construite pour la cacher. Cette femme-là avait passé des années à ne pas être juive, non pas à le nier en parole, mais à le rendre invisible par sa position, par son mariage, par sa carrière, par la nature des produits qu'elle fabriquait, par les réceptions qu'elle organisait, par les mains qu'elle serrait. Et puis, ce soir-là, dans la lumière des lustres du Kremlin, elle a décidé de redevenir, publiquement, une fille du peuple juif. Devant Golda Meir, devant tout le monde. Le piège était presque trop parfait. Une dirigeante soviétique de haut rang qui s'entretient en yiddish avec l'ambassadrice d'Israël, au moment où la campagne contre le cosmopolitisme démarre, au moment où le comité antifasciste juif est en train d'être démantelé, au moment où Solomon Mikoels, le plus grand acteur du théâtre yiddish soviétique, a été assassiné à Minsk quelques mois plus tôt. Tout converge, tout accuse. Et l'accusation la plus simple, la plus dévastatrice, celle qui n'a même pas besoin d'être formulée, c'est que cette femme-là a montré, publiquement, qu'elle se considérait d'abord comme juive et ensuite comme soviétique. C'est pourtant cette accusation-là qui va être retenue, sous une forme juridique. Pas en ces termes, parce que le droit soviétique ne parle pas comme ça, mais dans les formulaires, dans les attendus, dans les notes d'instruction, ce qui va être écrit, c'est qu'elle a trahi. Elle a trahi parce qu'elle a parlé. Elle a trahi parce qu'elle a parlé à la mauvaise personne, dans la mauvaise langue, au mauvais moment. Et c'est ici que commence la mécanique. La mécanique soviétique ne s'embarrasse pas. Une accusation est montée. Des témoins sont convoqués. Le mari est convoqué aussi, parce que le mari est ministre des Affaires étrangères et que la conversation avec l'ambassadrice d'Israël est tombée, dans les notes, sous sa responsabilité. Ce qui arrive à la femme va servir de levier pour atteindre l'homme. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. Ekaterina Kalinina, l'épouse du chef nominal de l'État, sera arrêtée en 1938 pendant que son mari continuera de signer les décrets. L'épouse de Poskrebichev, le secrétaire personnel de Staline, sera arrêtée elle aussi. Dans ce système, la famille est un otage, et le dirigeant le sait, et c'est précisément pour cela que le mécanisme fonctionne. Alors, ce soir d'automne 1948, dans la salle du Kremlin, une phrase en yiddish vient d'être prononcée. Elle vient d'être prononcée devant une femme qui la racontera, des années plus tard, dans ses mémoires. Elle vient d'être prononcée devant les hommes qui dirigent l'Union soviétique. Et 73 jours plus tard, à l'autre bout de la ville, dans un bâtiment qui ne ressemble à rien de ce que tu connais, un dossier va s'ouvrir. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut comprendre d'où venait cette femme. Elle venait de Pologie, d'un monde que la Révolution a liquidé et qu'elle a remplacé. Elle venait de la fabrique de parfums Novaya Zarya, des vitrines de Moscou, des cosmétiques soviétiques, des réceptions, des tractations. Elle venait d'une trajectoire qui n'était pas la sienne au départ, mais qu'elle avait faite sienne. Elle avait construit une vie, et cette phrase en yiddish, dans la lumière des lustres du Kremlin, venait de dire que cette vie ne lui suffisait pas. La suite va montrer ce qu'il en coûte, dans ce système, de dire qui l'on est. Et ce qu'il en coûte, aussi, de ne pas le dire. Le 12 mars 1897, ou 28 février si l'on s'en tient à l'ancien calendrier, naît dans le bourg de Pologie,
au cœur du gouvernement d'Ekaterinoslav, une fille que l'on appelle d'abord Perle. Son nom de famille est Karpovskaya. La famille est juive, la famille est pauvre, la famille est de celles que l'Empire russe ne voit pas. Pologie n'est pas une grande ville, et la famille Karpovskaya n'est pas une famille importante. Ce sont des gens sans privilèges, dans un monde sans avenir. L'enfance de Perle n'a rien qui ressemble à un destin. Elle grandit, elle apprend ce qu'elle peut apprendre, et le monde autour d'elle est celui des ghettos de l'Empire, des métiers minuscules, des maisons serrées, des prières dites à voix basse, des pogroms que l'on redoute. Puis vient l'année 1917, la Révolution. Et ce qui va se passer pour une fille comme Perle n'a rien d'une métaphore, c'est un ascenseur. L'ascenseur est brutal, l'ascenseur est sanglant, et des millions de gens vont mourir dans sa machinerie. Mais pour une jeune fille juive d'un bourg perdu du sud de l'Empire, sans protecteur et sans capital, 1917 ouvre littéralement toutes les portes qui étaient fermées. L'école ouvre, le parti ouvre, la fonction publique ouvre, le métier politique ouvre, pour ceux et celles qui sont prêts à le faire. Perle Karpovskaya est prête. Elle change de nom. Elle devient Polina Jemtchougina. Elle entre dans la mécanique. C'est la première décision de sa vie d'adulte, et c'est une décision d'identité. En 1921, elle rencontre Vyacheslav Mikhailovitch Molotov. Molotov, à cette époque, n'est pas encore le Molotov que l'histoire retient. C'est un homme qui monte dans l'appareil du parti, un homme du bureau politique, un homme de confiance de Lénine. Le mariage a lieu en 1921. Une fille naîtra de cette union, Svetlana, en 1929, qui deviendra historienne et qui mourra en 1999. Pour le reste, ce que l'on sait du couple, c'est ce que Molotov lui-même a raconté bien plus tard, dans ses conversations avec le poète Félix Tchouïev, et qu'il faut prendre pour ce que c'est, le récit tardif d'un vieil homme et non un document. Toujours selon ce récit, le couple aurait dû se séparer officiellement à la fin des années 40, au moment de l'arrestation de Polina. On verra comment cela s'est passé. Pour l'instant, en 1921, une jeune femme juive d'un shtetl épouse l'un des hommes qui vont diriger l'Union soviétique. Ce n'est pas un mariage d'amour seulement, c'est un mariage d'appareil. Et c'est ici que la trajectoire de Polina commence à diverger de celle de millions d'autres femmes juives de sa génération. Elle ne va pas rester dans l'ombre de son mari. Elle ne va pas se contenter d'être l'épouse de. Elle va construire sa propre carrière, et cette carrière, dans un pays qui se dit indifférent à la consommation et au luxe, va être celle du parfum. Écoute bien ce détail, parce qu'il est savoureux et parce qu'il est vrai. De 1930 à 1932, Polina Jemtchougina dirige la fabrique de parfums Novaya Zarya. Cette fabrique, à Moscou, fabrique du parfum, du savon, du rouge à lèvres, des crèmes, tout ce qui touche au corps. Elle en est la directrice. Ce n'est pas une petite affaire. Le rouge à lèvres soviétique de cette époque, le parfum soviétique de cette époque, c'est elle. Elle signe les formules, elle choisit les flacons, elle organise les vitrines, elle négocie les matières premières. Elle est à la tête d'une industrie de la beauté dans l'état des 5 ans de plan, dans le pays qui proclame que la beauté bourgeoise est une abjection. Et elle réussit. De 1932 à 1936, elle prend la tête du trust de la parfumerie de luxe. C'est un trust. C'est une structure plus vaste, qui chapeaute plusieurs entreprises. Polina Jemtchougina, à ce poste, n'est plus seulement une fabricante. Elle est une administratrice d'un secteur entier de l'industrie soviétique. En juillet 1936, elle devient chef de la direction générale de l'industrie du parfum et des cosmétiques de l'URSS. On gravit les échelons, on monte, et chaque promotion est signée. Polina Jemtchougina est, à ce moment précis, l'une des très rares femmes à diriger une direction générale dans l'appareil soviétique. Puis vient l'année 1937. En novembre 1937, elle devient commissaire adjointe à l'industrie alimentaire. C'est un changement d'échelle, et c'est aussi un changement de nature. L'industrie alimentaire, c'est un commissariat du peuple, c'est-à-dire un ministère. Adjointe, pas encore chef. Mais on y est. Et un an plus tard, à partir du 19 janvier 1939 et jusqu'en novembre 1939, elle est commissaire du peuple à l'industrie de la pêche de l'URSS. Chef, ministre, commissaire. Il faut peser ce que cela signifie.
Aucune autre femme, dans toute l'histoire soviétique, n'a dirigé un commissariat économique. Ni avant elle, ni après elle. Polina Jemtchougina a dirigé un commissariat, et un commissariat qui plus est n'est pas un domaine anodin. La pêche, c'est l'océan. Les flottes, les conserveries, les travailleurs des mers, les ports, la nourriture. C'est un secteur qui pèse dans l'économie soviétique du moment. Polina Jemtchougina, à ce poste, n'est pas une décoration. Elle dirige. Mais il y a un autre visage à ces années, et il faut le regarder en face, sans détourner les yeux. Ces années-là, ce sont les années de la Grande Terreur. Pendant que Polina Jemtchougina monte, des centaines de milliers de gens tombent, dans les mêmes bâtiments, dans les mêmes couloirs, à la même table. Elle n'est pas une victime innocente d'un système auquel elle serait étrangère. Elle en est une dirigeante. Elle signe des documents, elle participe à des réunions. Elle sait, ou elle ne peut pas ne pas savoir, ce qui se passe autour d'elle. Et quand même elle ne le saurait pas, elle profite de ce qui se passe, parce que la terreur libère des postes, et les postes libérés sont pour ceux qui restent. Dis-le, honnêtement, sans procès, mais dis-le. En novembre 1939, elle est écartée du commissariat de la pêche. Premier avertissement. Elle reste dans l'appareil, mais elle ne reviendra plus jamais au sommet. La guerre arrive. Elle traverse la guerre comme on traverse son temps, sans direction, sans rôle de premier plan. Elle est encore dans le parti, elle est encore l'épouse du ministre des Affaires étrangères, elle vit dans les pièces officielles, elle participe aux réceptions. Mais le commissariat ne reviendra pas. Et c'est ici que le récit se retourne. Elle a survécu aux années 30. Elle a survécu à la guerre. Elle n'a pas survécu politiquement à l'année 1948. Et la raison n'est pas ce qu'elle a fait. La raison est ce qu'elle était. Regarde ce qu'elle était. Une dirigeante de l'industrie soviétique, ancienne commissaire du peuple, ancienne ministre. Une femme qui avait gravi les échelons d'un appareil qui ne voulait pas d'elle, et qui y était arrivée. Une femme qui avait accepté de devenir soviétique, complètement, et qui avait effacé Pologie, qui avait effacé Perle, qui avait effacé le yiddish, qui avait construit sa vie à partir d'autre chose que de ses origines. Et puis, un soir d'octobre ou de novembre 1948, dans une salle du Kremlin, devant Golda Meir, elle a fait irruption. Elle a parlé yiddish. Elle a dit qu'elle aussi, elle était une fille du peuple juif. Ce qui s'est passé ce soir-là, on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas ce qu'elle avait été jusque-là. Une femme qui avait passé sa vie d'adulte à ne pas être juive publiquement, à construire une existence où le mot « juif » n'était plus une catégorie, et qui, au sommet de cette existence, devant l'ambassadrice d'Israël, a choisi de redevenir ce qu'elle avait cessé d'être. On peut appeler cela un retour, on peut appeler cela un choix, on peut appeler cela un accès de lucidité ou un accès de folie. Ce qui est certain, c'est que cette phrase, en cet automne 1948, a refermé quelque chose. Et c'est ici qu'il faut raconter la suite. Parce que la suite va montrer ce que le système soviétique sait faire d'une femme comme celle-là. La suite va montrer comment une dirigeante qui a consacré sa vie à l'État soviétique se retrouve, en quelques semaines, dans les mains de cet État. Et la suite va poser la question que personne, dans ce film, ne pourra trancher. La question de ce que savait son mari, et de ce qu'il a fait de ce qu'il savait. Pour l'instant, retiens ceci. Polina Jemtchougina a réussi tout ce qu'une femme pouvait réussir dans l'Union soviétique. Elle a dirigé une fabrique de parfums. Elle a dirigé un trust. Elle a dirigé une direction générale. Elle a dirigé un commissariat. Et elle est morte en 1970, le 1er mai, enterrée au cimetière de Novodevitchi, à Moscou, aux côtés d'un mari qui aura survécu à presque tout le monde. La trajectoire est nette. Ce qui va l'emporter, en 1948, ce n'est ni la parfumerie ni la pêche. C'est Pologie, c'est Perle, c'est le yiddish. La suite, c'est l'année où tout bascule. Et cette année-là a un commencement très précis. Elle commence par un assassinat à Minsk. Le 13 janvier 1948, à Minsk, un homme meurt. Cet homme s'appelle Solomon Mikhoels. C'est le plus grand acteur du théâtre yiddish soviétique, une célébrité nationale, le directeur du théâtre d'art juif de Moscou,
le fondateur et le président du comité antifasciste juif. La version officielle dit qu'il a été écrasé par une voiture. Cette version est publiée, cette version est tranquille. Et il faudra attendre des années pour qu'un autre récit s'impose, celui d'un assassinat commandité, maquillé en accident de la route, exécuté sur ordre. Présente les choses ainsi, dans cet ordre, parce que c'est l'ordre dans lequel les contemporains ont appris l'événement. Michoels, ce soir-là, rentre à pied d'une soirée chez un ami. Une voiture le percute. La mort est instantanée. Le cercueil est exposé à Moscou, des milliers de personnes passent. Staline en personne est représenté aux funérailles par un émissaire. Le comité antifasciste juif perd son président. Et l'Union soviétique perd, en apparence, l'un des symboles les plus visibles de la culture juive soviétique. Mais ce n'est qu'un commencement. Michoels est mort en janvier. Au mois de mai suivant, l'URSS reconnaît l'État d'Israël. C'est l'une des premières reconnaissances diplomatiques au monde. Moscou pense gagner là un allié au Proche-Orient, une tête de pont dans une région que les Britanniques viennent de quitter. Le calcul paraît sensé. Il va se révéler faux presque immédiatement. À peine l'État d'Israël existe-t-il que les États-Unis le soutiennent, et la guerre de 1948 éclate, et l'URSS se retrouve à devoir choisir, et ce qu'elle va choisir, ce n'est pas ce qu'elle avait prévu. Toujours en 1948, au mois de septembre, Golda Meir arrive à Moscou. Elle est la première représentante diplomatique de l'État d'Israël en Union soviétique. Et c'est ici que l'histoire de Polina Djemtchougina se noue. Parce que l'arrivée de Golda Meir déclenche quelque chose que le pouvoir n'attendait pas. Devant la synagogue de Moscou, des dizaines de milliers de juifs soviétiques viennent voir l'ambassadrice. Pas pour une cérémonie, pas pour un événement officiel, pour la voir, pour l'applaudir, pour lui parler. Le pouvoir regarde cette foule, le pouvoir la compte, et le pouvoir en tire exactement ce que tu imagines. Pour le Kremlin, ce qui se passe là n'est plus une question de politique étrangère, c'est une question de loyauté intérieure. Une partie de la population soviétique vient de montrer publiquement, dans la rue, devant un État étranger, qu'elle a une autre loyauté que celle de l'Union soviétique. La conclusion est tirée d'avance, une campagne commence. Elle a un nom qui ne dit rien et qui dit tout. La campagne contre le cosmopolitisme sans racines. Comprends ce que cette formule veut dire. Un cosmopolite, dans le vocabulaire soviétique de 1948, c'est un juif. Un cosmopolite sans racines, c'est un juif qui ne se reconnaît pas dans la patrie soviétique. La campagne vise les intellectuels juifs, les médecins juifs, les cadres juifs, tous les juifs qui occupent une place visible dans la société soviétique. Elle commence par les journaux, elle commence par la presse, elle commence par des éditoriaux, et elle va finir, beaucoup plus tard, dans les geôles. En novembre 1948, le comité antifasciste juif est dissous. Michoels était déjà mort. Ses collègues sont arrêtés les uns après les autres. Ils seront jugés à huis clos. Et pour la plupart, ils seront fusillés en 1952, dans la nuit du 12 août, au quartier général du MGB à Moscou. C'est le dernier grand acte d'une épuration qui ne dit pas son nom. On ne parle pas d'antisémitisme d'État, on parle de cosmopolite, on parle d'ennemis du peuple, on parle d'espions, on parle de traîtres. C'est dans ce climat qu'une phrase en yiddish a été prononcée, dans une salle du Kremlin, devant Golda Meir, par l'épouse du ministre des Affaires étrangères. Cette phrase, ce soir-là, n'a peut-être pas immédiatement attiré l'attention. Mais elle a été entendue, et elle a été notée. Parce que c'est comme ça que fonctionne ce système. Une conversation mondaine devient un acte administratif. Un mot devient un dossier. Une phrase devient une pièce à conviction. Maintenant, regarde le mécanisme qui va broyer cette femme. Ce mécanisme est banal. Il est banal parce qu'il a déjà fonctionné. Et il faut le dire clairement, parce que sans ce mécanisme, l'histoire de Polina Djemtchougina n'est qu'un fait divers. Avec ce mécanisme, c'est une clé de voûte. Dans le système stalinien, la famille est un otage. Ce n'est pas une image, c'est un principe de gouvernement. Quand on veut atteindre un homme, on prend quelqu'un qui lui est proche. Quand on veut briser un dirigeant, on ne l'attaque pas frontalement. On s'attaque à ce qui l'empêche de dormir. Et ce qui empêche un dirigeant de dormir, ce n'est jamais un rapport. C'est sa femme, c'est son fils, c'est sa fille, c'est son beau-frère.
Donne les précédents, parce qu'ils sont vérifiables et ils disent l'ampleur du système. Ekaterina Kalinina, l'épouse de Mikhaïl Kalinin, le chef nominal de l'État soviétique, est arrêtée en 1938. Elle est condamnée. Elle mourra en camp en 1947. Pendant toutes ces années, Mikhaïl Kalinin continue de signer les décrets, de présider les séances, de représenter l'État. Il ne démissionne pas. Il ne proteste pas. Il continue. L'épouse de Poskrebytchev, le secrétaire personnel de Staline, est arrêtée elle aussi, et pour les mêmes raisons. Ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des précédents. Et c'est dans ce système-là que vit Vyacheslav Molotov. Molotov, c'est tout cela. Molotov a signé lui-même des listes. Molotov a approuvé des arrestations. Molotov a vécu aux côtés d'un homme qui faisait arrêter des familles entières pour briser des hommes. Et maintenant, c'est sa femme qui est en jeu. Le 29 décembre 1948, le comité central se réunit pour voter l'exclusion de Polina Djemtchougina du Parti communiste. Dans la salle, il y a les hommes qui dirigent l'Union soviétique. Et dans la salle, il y a son mari, Vyacheslav Molotov, l'homme qui est à la fois juge et parti, l'homme qui doit lever la main, ou s'abstenir, ou voter contre sa propre femme. Et c'est ici que l'histoire se concentre, parce que ce qui va se passer dans cette salle va définir la suite. Car ce n'est pas seulement l'exclusion d'une femme du parti, c'est la mise en mouvement d'un mécanisme qui va aller jusqu'au bout. Une fois exclue, elle devient vulnérable. Une fois vulnérable, elle peut être arrêtée. Une fois arrêtée, elle peut être interrogée. Et une fois interrogée, elle peut parler. Elle peut parler de ce qu'elle sait. Elle peut parler des conversations qu'elle a eues. Elle peut parler de ce que son mari savait. Elle peut parler de ce que son mari a fait. Et c'est précisément cela qu'on veut. Ce n'est pas la femme qu'on veut. C'est ce que la femme peut dire de l'homme. Écoute bien cette mécanique. Elle n'est pas nouvelle, elle a déjà fonctionné. Et chaque fois, elle a fonctionné parce que les hommes au sommet savaient que la seule façon de rester en vie, c'était de ne pas bouger. C'était de continuer à signer. C'était de continuer à voter. C'était de continuer à représenter. C'était de ne pas demander où était sa femme. C'était de ne pas demander quand elle reviendrait. C'était de ne pas demander si elle était vivante. C'est dans ce monde-là que vit Molotov. C'est dans ce monde-là qu'il prend des décisions. Et la décision qu'il va prendre, dans la salle du comité central, le 29 décembre 1948, va définir le reste de sa vie. Le vote a lieu. Molotov s'abstient. C'est le seul. Tous les autres votent pour l'exclusion. Lui, il s'abstient. C'est un geste, et c'est presque rien. C'est presque rien parce que le résultat est le même. L'exclusion est votée. Mais ce geste existe. Et peu après, Molotov adresse par écrit une rétractation. Il déclare que son abstention était une erreur. Ces deux faits vont ensemble, et il faut les donner ensemble, sans en héroïser ni en accuser aucun. Une abstention, puis une rétractation. Une femme, puis un parti. Un mari, puis un appareil. La suite va montrer ce qu'il advient de cette abstention et de cette rétractation. La suite va montrer ce qu'il advient de cette femme. Et la suite va montrer ce qu'il advient de cet homme. Parce que l'histoire ne s'arrête pas au vote. Le vote n'est que le premier acte. Le deuxième acte, c'est l'arrestation. Et le troisième acte, c'est ce qui se passe à l'intérieur des murs. La question qui reste ouverte, et qui va rester ouverte jusqu'au bout, c'est ce que savait Molotov. Ce qu'il a compris au moment du vote. Ce qu'il a compris après. Ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Et ce que signifie, dans ce système, le fait de ne rien faire. Le 29 décembre 1948, dans une salle de Moscou, un homme s'abstient, puis se rétracte. 31 jours plus tard, sa femme est arrêtée. Le compte à rebours a commencé. Le 29 décembre 1948, l'exclusion est votée. 31 jours plus tard, le 29 janvier 1949, Polina Djemtchougina est arrêtée. L'accusation qui sera retenue contre elle, c'est la trahison. Le mot est simple, le mot est large. Le mot permet tout. Écoute ce qui se passe maintenant, parce que c'est ici que l'on touche au cœur du système. Polina Djemtchougina est arrêtée à Moscou.
Elle est conduite dans un lieu d'instruction. Ce lieu, à Moscou, a une adresse que tout le monde connaît et que personne ne prononce. C'est la Loubianka. On ne sait pas exactement combien de temps elle y reste. On sait que l'instruction dure toute l'année 1949. 11 mois. Et ce que l'on cherche, dans ces 11 mois, ce n'est pas la vérité. Ce que l'on cherche, c'est des dépositions. L'instruction vise 3 cibles. La première, c'est le comité antifasciste juif. Polina Jemtchougina n'en faisait pas partie à proprement parler. Mais son mari était au sommet de l'État, et toute l'affaire de l'automne 1948 s'inscrit dans le démantèlement de ce comité, qui se poursuit en ce moment même. La deuxième cible, ce sont les liens avec Israël. La conversation avec Golda Meir est un acte d'accusation en soi. Il faut maintenant la relier à quelque chose de plus vaste, à un réseau, à une organisation, à une intention. La troisième cible, et c'est la plus importante, c'est son mari. C'est ici qu'il faut regarder le mécanisme en face, sans détourner le regard. Ce n'est pas la femme qu'on veut. Ce n'est pas Polina Jemtchougina en tant que personne. C'est ce qu'elle peut dire de Vyacheslav Molotov. C'est ce qu'elle sait des conversations du Kremlin. C'est ce qu'elle sait de ce que son mari pensait. C'est ce qu'elle sait des décisions qu'il a prises ou qu'il n'a pas prises. Dans ce système, une arrestation d'épouse est un interrogatoire d'homme par personne interposée. Et c'est ici que l'histoire bascule. Car Polina Jemtchougina, dans ses 11 mois d'instruction, n'a pas donné ce qu'on attendait d'elle. Elle n'a pas livré son mari. Elle n'a pas signé les dépositions qui auraient permis de construire un dossier contre lui. Elle ne l'a pas fait. On ne sait pas exactement comment. On ne sait pas dans quelles conditions. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les murs. On sait simplement que le résultat est là. Quand le dossier est bouclé, en décembre 1949, il ne contient pas ce que le pouvoir espérait. Et le 29 décembre 1949, 1 an, jour pour jour, après son exclusion du parti, Polina Jemtchougina comparaît devant la commission spéciale. Ce qu'elle comparait devant la commission spéciale, c'est important, et c'est là que la source ment. La commission spéciale, en russe l'Ossoboye Sovetchanie, n'est pas un tribunal, ce n'est pas une cour. C'est un organe administratif qui jugeait sans procès public, sans avocat, sans confrontation, sans les formes qui, ailleurs, font qu'un procès est un procès. La commission spéciale prononce des peines, elle prononce des relégations, elle prononce des exils, elle prononce des séjours en camp, et elle prononce des condamnations à mort. Polina Jemtchougina est condamnée, le 29 décembre 1949, à 5 ans de relégation dans la région de Kostanay, au Kazakhstan. 5 ans. La peine est lourde. Mais elle n'est pas la plus lourde. Elle n'est pas la mort. Elle n'est pas le camp. Elle n'est pas l'exécution. Elle est l'exil administratif. Et il faut expliquer précisément ce qu'était la relégation, parce que c'est là que la légende s'installe et que la vérité se déforme. La relégation, dans le système soviétique, ce n'est pas le camp. Ce n'est pas les barbelés. Ce n'est pas le travail forcé sous les ordres d'un commandant. Ce n'est pas les fouilles au petit matin, les appels dans le froid, les rations calculées pour épuiser. La relégation, c'est autre chose. C'est l'assignation à résidence dans une localité lointaine. C'est l'ordre de se présenter à intervalles réguliers à un bureau. C'est l'interdiction de quitter la zone sans autorisation. C'est l'obligation de signaler le moindre déplacement. C'est la surveillance permanente d'un appareil qui sait toujours où vous êtes. Pour une femme comme Polina Jemtchougina, cela signifie ceci. Cela signifie la steppe du Kazakhstan du Nord, où les hivers descendent en dessous de -30 et où les étés sont brûlants. Cela signifie un logement misérable, plusieurs personnes entassées, peu de chauffage, peu de nourriture. Cela signifie un travail subalterne, parce que personne ne vous embauche au niveau où vous étiez, et que personne ne veut entendre que vous avez dirigé un commissariat. Cela signifie l'isolement total. Pas d'amis, pas de famille proche, pas de nouvelles de Moscou, sauf celles que l'on vous laisse recevoir. Cela signifie que votre nom disparaît des journaux, des annuaires, des conversations. Cela signifie que vous continuez à exister, mais que vous avez été effacé. 4 ans. C'est ce qu'elle va vivre.
4 ans dans la steppe, avec obligation de pointer, avec obligation de se taire, avec obligation de ne pas chercher à revenir. 4 ans où son existence même est une anomalie administrative. Pendant ce temps, à Moscou, que se passe-t-il? Vyacheslav Molotov reste ministre des Affaires étrangères jusqu'en mars 1949. C'est-à-dire qu'il reste ministre pendant que sa femme est en instruction, qu'il reste ministre pendant que sa femme est condamnée, qu'il reste ministre pendant les premiers mois de sa relégation. En mars 1949, il quitte le ministère des Affaires étrangères. Mais il reste au bureau politique. Il reste l'un des hommes les plus haut placés de l'Union soviétique. Il continue de siéger, il continue de voter, il continue de représenter, il continue, selon son propre récit, à ne rien demander. Ce récit, il faut le présenter comme ce qu'il est, le récit tardif d'un homme âgé. Molotov, dans ses conversations avec Félix Tchouiev, a parlé de cette période. Il a parlé de ce qu'il savait, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. Et ce qu'il en a dit, c'est qu'il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé où elle était. Il n'a pas demandé quand elle reviendrait. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas protesté. Il n'a pas démissionné. Il a continué. Ce silence, c'est le centre du film. Et c'est le centre qu'il ne faut pas chercher à combler avec des inventions. Parce que ce qu'a fait Molotov, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait, c'est précisément ce que ce système attendait de lui. Et c'est précisément ce que ce système punissait ceux qui ne faisaient pas. Chaque homme au sommet savait que le prix de la contestation, c'était la mort. Et chaque homme au sommet savait que le prix de la soumission, c'était de devenir complice. Molotov a choisi la soumission. La question qui restera ouverte jusqu'au bout, c'est de savoir si c'était un choix, ou si c'était la seule option qui lui restait. Quoi qu'il en soit, Polina Djemtchougina est en relégation. Moscou est à des milliers de verstes, son mari est au Kremlin. Et le temps passe. Les mois, les saisons. La steppe sous la neige, puis la steppe sous le soleil, puis la steppe sous la neige à nouveau. Au début de l'année 1953, on vient la chercher. On la ramène à Moscou. Et cette fois, ce n'est pas pour la libérer, c'est pour la remettre en instruction. Car le pouvoir n'a pas renoncé. En janvier 1953, la presse soviétique annonce l'existence d'un complot de médecins, un groupe de médecins juifs accusés d'avoir assassiné des dirigeants soviétiques et d'en préparer d'autres. C'est l'affaire dite des blouses blanches. Cette campagne se superpose exactement à la campagne antisémite en cours. Les accusations sont délirantes, les arrestations sont massives, et le pouvoir, à ce moment précis, cherche à monter un dossier plus vaste encore. Polina Djemtchougina, ramenée de sa relégation, redevient une pièce. C'est dans cette atmosphère que le 5 mars 1953, Joseph Staline meurt. Tout s'arrête. Les arrestations cessent. Les instructions sont suspendues. Les dossiers sont gelés. Et le 10 mars 1953, 5 jours après la mort de Staline, Polina Djemtchougina est libérée et réhabilitée. 5 jours. La proximité des dates se passe de commentaires. Une femme maintenue en relégation pendant 4 ans. Et la mort d'un homme qui la maintient en relégation. Et 5 jours plus tard, sa libération. Comme si sa vie n'avait tenu qu'à un fil, et que ce fil était un homme. Le même homme qui l'avait broyé. Le récit de ce qui s'est passé à ce moment-là, on ne le connaît que par ce qu'en a dit Molotov, des années plus tard. D'après ce récit, Beria serait venu lui annoncer que sa femme était vivante, et la lui aurait rendue, au moment de son anniversaire, le 9 mars. C'est une scène frappante. C'est aussi une scène dont on n'a aucune autre trace. Dis-le, comme on doit le dire. C'est le récit de Molotov, ce n'est pas un document, et personne n'a pu vérifier. Ce qui est certain, c'est que Polina Djemtchougina revient. Elle revient à Moscou. Elle revient dans la maison qu'elle partageait avec son mari. Elle revient à une vie qu'elle n'a pas quittée par choix. Et c'est ici que l'histoire se retourne une dernière fois. Parce que ce qu'elle dit, à son retour, ce n'est pas ce qu'on attendrait. Elle ne dit pas que le système est pourri. Elle ne dit pas que son mari aurait dû faire quelque chose. Elle ne dit pas que la campagne contre les Juifs était une abjection. Selon les témoignages de la famille et de l'entourage, elle a continué jusqu'à la fin à défendre Staline, à défendre le système,
a considéré que le pouvoir avait été trompé par de mauvais éléments. Elle n'a pas renié ce qui l'avait broyé. C'est une position. C'est même une position qui se comprend, si on accepte de la regarder sans la juger. C'est la position d'une femme qui a consacré sa vie entière à un système, et qui préfère croire que ce système a été trahi, plutôt que d'admettre que ce système l'a condamné à tort. Mais c'est aussi une position qui donne à cette histoire son caractère le plus dérangeant. Et c'est cette position qu'il faut laisser au spectateur, sans la forcer. La suite des deux vies est connue. En 1957, Molotov est écarté du pouvoir avec le groupe anti-parti, le groupe Molotov-Molotenko-Mikoyan-Kaganovitch, et envoyé comme ambassadeur en Mongolie. L'exil sous forme de nomination. Il sera exclu du parti, réintégré seulement en 1984. Il mourra en 1986, à 96 ans. Polina Jemtchougina meurt le 1er mai 1970. Tous deux sont enterrés au cimetière de Novodevitchi, à Moscou. Reste la question, pourquoi lui, il est resté? L'hiver 1952 touche à sa fin. À Moscou, dans les bureaux du pouvoir, on prépare quelque chose. La campagne contre les cosmopolites se poursuit, et elle a trouvé, en ce début d'année 1953, un nouveau terrain. Au mois de janvier, la presse soviétique publie un communiqué. Il y a un complot de médecins. Un groupe de médecins, pour la plupart juifs, accusés d'avoir assassiné des dirigeants soviétiques par des traitements médicaux inappropriés, et d'en préparer d'autres. C'est l'affaire dite des blouses blanches, ou le complot des médecins, comme on voudra l'appeler. Les accusations sont délirantes. Elles n'ont pas besoin d'être vraies. Elles ont besoin d'être publiées. Regarde ce qui se passe alors. La campagne contre les cosmopolites, qui courait depuis 1948, change de registre. Jusque-là, elle visait les intellectuels, les journalistes, les cadres. Maintenant, elle vise les médecins. Et les médecins, en Union soviétique, c'est tout le monde. C'est la mère qui accouche, le vieillard qui meurt, l'enfant qui tousse. La rumeur se répand que les médecins juifs tuent. La rumeur se répand que les juifs, partout, complotent. Et les arrestations commencent. Les arrestations sont massives. Elles ne sont pas ciblées. Elles emportent des pans entiers du corps médical soviétique. C'est dans cette atmosphère qu'au début de l'année 1953, on vient chercher Polina Jemtchougina au Kazakhstan. On la ramène à Moscou. Et on la remet en instruction. Le dossier qu'on veut construire, cette fois, est plus vaste que le sien. Il ne s'agit plus seulement d'une femme qui a parlé en yiddish à une réception. Il s'agit d'un réseau. Il s'agit d'un complot. Il s'agit de montrer que le comité antifasciste juif, dont le démantèlement est en cours, n'était qu'une façade, et que derrière cette façade, il y avait une organisation, et que cette organisation avait des ramifications partout, et que ces ramifications touchaient le sommet de l'État. Polina Jemtchougina, à ce moment-là, est redevenue une pièce. Une pièce qu'on déplace sur un échiquier, une pièce qu'on a sortie de sa boîte et qu'on remet en jeu. Elle n'a plus rien à dire. Elle n'a plus rien à décider. Elle est un objet d'instruction. On la questionne. On lui demande de signer. On lui demande de confirmer ce que d'autres ont déjà signé. On lui demande de parler de son mari. C'est ici que se joue, en silence, l'avenir de Vyacheslav Molotov. Car si Polina Jemtchougina, à ce stade de l'instruction, avait parlé, avait signé ce qu'on attendait d'elle, Molotov aurait été entraîné. Et avec Molotov, d'autres. La mécanique est connue, elle a déjà fonctionné. Et elle fonctionne à condition que les femmes parlent, à condition que les fils parlent, à condition que les frères parlent, à condition que les proches, sous la pression, livrent ce qu'on veut entendre. On ne sait pas ce que Polina Jemtchougina a dit, à ce moment-là, dans les pièces d'interrogatoire. On ne sait pas dans quelles conditions elle a été entendue. On ne sait pas ce qui lui a été proposé ou ce qui lui a été retiré. On sait simplement que le dossier qui se monte alors ne contient pas ce qu'il aurait fallu pour entraîner son mari. Et c'est ainsi que Molotov survit à cette deuxième vague. Mais tout cela ne tient qu'à un fil. Et ce fil, c'est un homme, Joseph Staline. Le 1er mars 1953, Staline fait un dernier discours public. Le 4 mars, il s'effondre dans sa datcha. Le 5 mars 1953,
il est mort. Tout s'arrête. Les arrestations cessent. Les instructions sont suspendues. Les dossiers sont gelés. Et la machine qui broyait Polina Jemtchougina depuis 4 ans s'immobilise. 5 jours. Le 10 mars 1953, Polina Jemtchougina est libérée et réhabilitée. 5 jours après la mort de Staline. La proximité des dates parle d'elle-même. 4 ans de relégation, et puis la mort d'un homme, et puis 5 jours, et puis une libération. Sa vie n'a tenu qu'à un fil, et ce fil était un homme. Le même homme qui, indirectement, l'avait condamné. Le même système qui l'avait broyé. Ce qui s'est passé à ce moment précis, on ne le connaît que par un récit. Le récit tardif de Vyacheslav Molotov, dans ses conversations avec le poète Félix Tchouïev. D'après ce récit, Lavrenti Beria serait venu lui annoncer que sa femme était vivante, et la lui aurait rendue au moment de son anniversaire, le 9 mars. C'est une scène frappante. Un homme qui reçoit sa femme comme un cadeau, un présent que le pouvoir lui rend parce que le pouvoir a changé de main. C'est une scène que l'on imagine bien, et c'est précisément pour cela qu'il faut la regarder avec prudence. Parce que ce récit, on ne le tient que d'un vieil homme qui parle à un poète, des années après les événements. Et personne n'a pu vérifier. Personne n'a trouvé d'archives qui confirment. Personne n'a trouvé de témoins qui confirment. Alors, donne cette scène pour ce qu'elle est, le récit de Molotov, et rien de plus. Ce qui est certain, c'est que Polina Jemtchougina est de retour à Moscou au printemps 1953. Elle est de retour dans la maison qu'elle partageait avec son mari. Elle est de retour dans une vie qui n'a jamais cessé d'être la sienne, même pendant les 4 ans de relégation, parce que son mari, lui, n'a pas bougé. Il n'a pas divorcé, il n'a pas cessé de l'attendre, il n'a pas cessé, selon ses propres termes, de considérer qu'elle était sa femme. Et c'est ici que l'histoire prend son visage le plus dérangeant, parce que ce que Polina Jemtchougina dit à son retour n'est pas ce qu'on attendrait d'une femme qui a passé 4 ans dans la steppe à cause d'une conversation mondaine. Selon les témoignages de la famille et de l'entourage, elle a continué, jusqu'à la fin, à défendre Staline. Elle a continué, jusqu'à la fin, à défendre le système. Elle a continué, jusqu'à la fin, à considérer que le pouvoir avait été trompé par de mauvais éléments, et que les choses, en leur fond, étaient justes. C'est une position qui se comprend, si on accepte de la regarder sans la juger. C'est la position d'une femme qui a consacré sa vie entière à un système. C'est la position d'une femme qui a gravi les échelons d'un appareil qui ne voulait pas d'elle, qui a réussi dans des domaines que personne ne considérait comme sérieux, qui a atteint un commissariat, et qui n'a pas d'autre monde que ce système. C'est la position d'une femme qui préfère croire que le système a été trahi plutôt que d'admettre que le système l'a condamné. Parce que si le système est juste, sa vie a un sens. Si le système est injuste, sa vie n'en a pas. Et c'est cette position qu'elle assume. Jusqu'au bout. Sans fléchir. Sans se renier. Et c'est cette position qui donne à cette histoire son caractère le plus sombre. Car elle n'est ni une résistante, ni une sainte. Elle est une dirigeante stalinienne que le stalinisme a broyée et qui est restée stalinienne. Et c'est précisément cela qui rend cette histoire impossible à résumer en une phrase. La suite des 2 vies est connue. En 1957, Molotov est écarté du pouvoir. Avec Malenkov, Kaganovitch, elle fait partie du groupe dit « anti-parti » qui s'oppose à Khrouchtchev. Le groupe est écrasé. Molotov est envoyé comme ambassadeur en Mongolie. L'exil sous forme de nomination. Loin de Moscou, mais pas au Kazakhstan. Pas dans la steppe. Pas dans les conditions qu'a connues sa femme. Mais loin quand même. Il reste en Mongolie jusqu'en 1960. Il est exclu du parti. Il ne sera réintégré qu'en 1984, à la fin de sa vie, sous Gorbatchev. Il mourra en 1986, à 96 ans. Polina Jemtchougina meurt le 1er mai 1970, à Moscou. Elle est enterrée au cimetière de Novodevitchi. Molotov sera enterré à côté d'elle, 16 ans plus tard, en 1986. 2 noms sur 2 pierres. 2 dates séparées par 16 ans. Une femme qui a été commissaire, qui a dirigé la parfumerie soviétique, qui a dirigé la pêche soviétique et qui a passé 4 ans dans la steppe du Kazakhstan pour une phrase en yiddish à une réception. Un homme qui a été ministre des Affaires étrangères,
qui a négocié avec Churchill et Roosevelt, qui a signé le pacte germano-soviétique, et qui n'a pas bougé quand sa femme a été arrêtée, et qui est mort à 96 ans, après tout le monde. Ce qui reste, c'est la question. La question qui n'a pas de réponse dans les archives et qui n'en aura probablement jamais. Pourquoi lui, il est resté? Car la suite logique de cette histoire, c'est de se demander ce que savait Molotov, ce qu'il a compris au moment du vote, ce qu'il a compris après, et ce qu'il a fait de ce qu'il comprenait. La question est celle-là, et elle est sans réponse. Et c'est sans réponse qu'il faut la laisser. La question est là, devant toi, et elle n'a pas de réponse. Pourquoi Vyacheslav Molotov est-il resté? Pourquoi cet homme, qui savait où était sa femme, qui savait dans quelles conditions elle vivait, qui savait qu'elle avait été condamnée à 5 ans de relégation pour une phrase qu'elle n'aurait probablement pas dû prononcer, pourquoi cet homme n'a-t-il rien fait? Pourquoi a-t-il continué à siéger? Pourquoi a-t-il continué à voter? Pourquoi a-t-il continué à représenter l'Union soviétique à l'étranger, en smoking, devant les caméras, en serrant des mains, en signant des traités? Pourquoi n'a-t-il pas démissionné? Pourquoi n'a-t-il pas protesté? Pourquoi n'a-t-il pas demandé, à voix haute, dans une salle, où était sa femme? Regarde d'abord ce qu'il ne pouvait pas ignorer. Molotov n'était pas un homme ordinaire. C'était l'un des hommes les mieux informés de l'Union soviétique. Il avait signé, lui-même, des listes d'arrestation. Il avait approuvé, lui-même, des déportations. Il avait vécu, jour après jour, aux côtés d'un homme qui faisait arrêter des familles entières pour briser des hommes. Molotov savait comment fonctionnait ce système. Molotov savait que la famille était un otage. Molotov savait que la seule façon de rester en vie, c'était de ne pas bouger. 3 lectures sont possibles, et aucune archive ne les départagera. La première, c'est la peur. Protester, c'était se désigner. Molotov le savait mieux que quiconque. Il avait vu ce qui arrivait à ceux qui protestaient. Il avait vu ce qui arrivait à ceux qui démissionnaient. Il avait vu ce qui arrivait à ceux qui posaient des questions. La peur, dans ce système, n'était pas une lâcheté. C'était un calcul de survie. Et Molotov, en cet hiver 1948, a fait le calcul. Le calcul était simple. Le calcul était celui-ci. Si je proteste, je disparais. Si je disparais, ma femme ne revient pas. Si je ne proteste pas, je reste. Si je reste, peut-être qu'un jour elle revient. Et Molotov a choisi de rester. La deuxième lecture, c'est la croyance. Molotov a répété, jusqu'à la fin de sa vie, qu'il était bolchevique avant d'être mari. Il l'a dit dans ces termes à Félix Tchouiev. Il l'a dit avec la conviction tranquille d'un homme qui a tout sacrifié à une idée et qui ne regrette rien. Le parti, pour Molotov, c'était plus que sa femme. Le parti, c'était plus que sa vie. Le parti pouvait se tromper, mais le parti ne pouvait pas être trahi. Et si le parti avait condamné sa femme, c'est que le parti savait ce qu'il faisait. Cette lecture-là est plus dérangeante que la première. Parce qu'elle dit que Molotov n'a pas seulement eu peur, il a cru. Il a cru que la relégation de sa femme était juste. Il a cru que la phrase en yiddish était une faute. Il a cru que le pouvoir avait raison. Et il a agi en conséquence. La troisième lecture, c'est le calcul. Rester, c'était rester en position de la faire revenir un jour. Molotov savait, même s'il ne pouvait pas le dire, que la mort de Staline changerait la donne. Molotov savait que les équilibres au sommet étaient fragiles. Molotov savait qu'un jour, le vent tournerait. Et si le vent tournait, il fallait être encore là pour en profiter. Et Molotov est resté. Et Polina Jemtchougina est revenue. 5 jours après la mort de Staline, comme si son calcul avait été le bon. Ces 3 lectures ne s'excluent pas. Un homme peut avoir peur, et croire, et calculer en même temps. Un homme peut faire ce que Molotov a fait sans qu'aucune de ses explications, prises seules, suffise. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire impossible à trancher. Parce que les archives ne nous disent pas ce que Molotov pensait. Elles nous disent ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est ne rien faire. Regarde maintenant ce que cette histoire raconte, au-delà du couple qu'elle met en scène. Ce couple n'est pas une exception. Ce couple est un cas visible d'un mécanisme banal. Prendre la famille pour tenir l'homme. Ce n'est pas une invention,
c'est un principe de gouvernement. Ekaterina Kalinina, l'épouse de Mikhail Kalinin, le chef nominal de l'État, a été arrêtée en 1938 pendant que son mari continuait de signer les décrets. L'épouse de Poskrebichev, le secrétaire personnel de Staline, a été arrêtée elle aussi. Et derrière ces cas visibles, il y a des milliers de cas invisibles. Des milliers d'épouses, de maris, de fils, de filles, de frères, de sœurs, qui ont été pris pour tenir quelqu'un et qui ont disparu dans les rouages de l'appareil. Le mécanisme est simple. Il ne s'embarrasse pas. Une accusation est montée, des témoins sont convoqués. Le dirigeant est convoqué aussi, parce que le dirigeant ne peut pas ne pas savoir. Et ce qui arrive à la femme sert de levier pour atteindre l'homme. Ce n'est pas une exception faite à Molotov, c'est la règle. Et cette règle ne visait pas seulement les épouses des dirigeants, elle visait tout le monde. Tout le monde, jusqu'au plus modeste des fonctionnaires, jusqu'au plus obscur des techniciens, pouvait se retrouver avec un proche arrêté, et comprendre que son silence était la condition de la survie de ce proche. C'est cette règle qui a fait l'Union soviétique. C'est cette règle qui a permis à un homme de négocier avec Churchill et Roosevelt sans savoir où était sa femme. C'est cette règle qui a permis à un homme de représenter l'État à l'étranger pendant que sa femme était en relégation. C'est cette règle qui a fait que personne, jamais, du haut en bas de l'appareil, n'a pu se sentir hors d'atteinte. Et c'est cette règle qui donne à cette histoire sa dimension. Parce que le cas de Polina Jemtchougina et de Vyacheslav Molotov n'est pas un cas isolé. C'est le cas le plus visible d'un mécanisme qui a touché des millions de gens. Et c'est pour cela qu'il faut le raconter. Non pas pour accabler un homme, ni pour héroïser une femme, mais pour montrer comment fonctionne un système qui prend la famille pour tenir l'homme, et qui fait de chaque dirigeant un otage, et de chaque otage un complice. Maintenant, regarde ce qu'on sait de Polina Jemtchougina pendant l'instruction, et ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas livré son mari. Ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas signé les dépositions qui auraient permis de construire un dossier contre lui. Ce qu'on sait, c'est qu'à son retour, elle a défendu le système qui l'avait condamné. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment elle a tenu pendant les 11 mois d'instruction. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé dans les pièces où on l'interrogeait. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on lui a proposé ou ce qu'on lui a retiré. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'elle a ressenti. Et c'est précisément ce qu'on ne sait pas qui doit rester hors du film. Car un film d'enquête n'invente pas ce qu'il ne sait pas. Il montre ce qu'il sait, et il laisse au spectateur le soin de peser ce qu'il ne sait pas. Ce qu'il faut dire et qu'il faut peser, c'est qu'elle n'était ni une sainte ni une résistante politique. Elle n'a pas fait de discours, elle n'a pas laissé de lettres, elle n'a pas fait de déclaration publique. Elle a simplement, et c'est déjà considérable, refusé de dire ce qu'on attendait d'elle. Et ce refus, dans ce système, avait un coût. Quel est ce coût exactement? On ne le saura jamais. Mais on sait qu'elle est sortie de cette instruction vivante, et que son mari est sorti de cette instruction vivant. Et ce n'est pas rien. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle est revenue stalinienne. Ce n'est pas un détail. C'est le centre de l'histoire. Car le stalinisme, dans ce qu'il a de plus brutal, ne se contentait pas de briser les gens. Il leur faisait accepter d'avoir été brisés. Il leur faisait défendre le système qui les avait condamnés. Il leur faisait trouver des excuses à ceux qui n'en avaient pas. Et c'est ce qu'a fait Polina Jemtchougina, jusqu'au bout. Voilà ce que les documents permettent de dire. Voilà ce qu'ils ne permettent pas de dire. Et voilà ce que cette histoire raconte quand on la regarde sans la forcer. Il y a une image à la fin qui se tient sans avoir besoin d'être commentée. C'est une pierre au cimetière de Novodevitchi, à Moscou. 2 noms sur la pierre, 2 dates séparées par 16 ans. Un homme qui a survécu à presque tout le monde, une femme qu'on avait effacée pendant 4 ans et qui est revenue. Et entre les deux, tout ce que les archives ne diront jamais. Ce que cette histoire raconte, ce n'est pas un cas singulier, c'est un système. Et ce système, c'est celui qui a fait qu'une phrase en yiddish, dans une salle dorée du Kremlin, en automne 1948, a suffi à broyer une vie. Et c'est ce système qu'il faut regarder, sans le romantiser et sans le diaboliser, parce que la vérité est plus complexe que les légendes. Et il faut regarder aussi ce que cette histoire dit de nous,
et de ce que nous attendons d'un récit comme celui-ci. Car on aimerait que Polina Jemtchougina ait dit non. On aimerait que Vyacheslav Molotov ait protesté. On aimerait que le système, à un moment, ait cédé. Mais le système n'a pas cédé. Et Polina Jemtchougina n'a pas dit non publiquement. Et Vyacheslav Molotov n'a pas protesté. Et c'est cela, la vérité. Une vérité qui n'est ni héroïque ni édifiante. Une vérité qui est simplement humaine, dans ce qu'elle a de plus ordinaire et de plus terrible. Voilà ce que les documents permettent de dire. Voilà ce qu'ils ne permettent pas de dire. Et voilà ce que cette histoire laisse, à la fin, à celui qui l'a écoutée.